Bonjour à toutes et à toutes, je suis Paul Guilibert, je travaille principalement sur les rapports entre marxisme et crise écologique. Je travaille actuellement à l'université de Namur en Belgique. C'est un livre qui part un peu, qui essaye de faire une sorte de synthèse des travaux en écologie politique marxiste. De savoir ce que les marxistes ont à dire sur l'écologie, mais qui prend un angle particulier qui est celui de la question du travail et de la place des travailleurs dans la crise écologique et dans la transition écologique. Avec le présupposé ou l'idée de départ, si vous voulez, que en réalité, on parle de beaucoup de manières de penser la transition écologique, mais que très souvent, le rôle des travailleurs dans cette transition, il est minoré, mais aussi le rôle des formes d'exploitation du travail dans la production et dans l'émergence de la crise écologique. Pour le dire un peu plus concrètement, on a tendance à incriminer les grands systèmes techniques qui seraient responsables de la crise, on a tendance à incriminer nos conceptions du monde. Donc on va dire par exemple, c'est le naturalisme des modernes qui seraient responsables de la crise écologique, notre manière de nous rapporter à la nature. Et en fait, on parle assez peu du fait que toutes les formes de destruction de la nature sont liées à un moment ou à un autre des formes d'exploitation du travail. Exploitation du travail dans l'extraction des ressources, par exemple. Il y a toujours des travailleurs extractifs. Dans la circulation des marchandises, des matières premières, etc. Il y a des travailleurs logistiques. Dans la production, évidemment. Donc à tous les moments, dans la circulation, dans la consommation, il y a des travailleurs qui sont impliqués et qui sont exploités. Et c'est donc le lien en fait entre ces formes d'exploitation du travail et la crise écologique que j'essaie de montrer, qui est l'apport principal en fait, je pense, du marxisme écologique. Alors ouais, l'idée d'un communisme du vivant, c'est une idée qui est un peu doublement provocatrice. D'abord parce qu'elle reprend le vocabulaire du communisme. Pourquoi ? Parce que le communisme, il a subi des défaites historiques majeures et il a eu des critiques aussi tout à fait légitimes. Parmi les grandes critiques du communisme qu'il y a eu d'abord l'idée du productivisme, qui a été centrale dans les communismes dominants, dans les communismes d'État ou dans le socialisme réellement existant, que ce soit en Russie, en Chine ou ailleurs. Donc l'idée qu'il faut produire plus pour pouvoir s'émanciper de la domination de la nature et pour pouvoir donner une forme d'abondance aux travailleurs. Et la deuxième critique, là encore légitime, qui a été faite au communisme, et qui vient du mouvement communiste lui-même d'ailleurs, c'est la critique d'autoritarisme, notamment dans les formes qu'il a pu prendre sous le stalinisme ou sous la Chine maoïste. Et donc première provocation, pourquoi ? Parce qu'il s'agit de reprendre un terme qui a été largement critiqué, largement abandonné, et en considérant que c'est un thème important. C'est un thème important parce qu'il a permis de penser et d'organiser beaucoup de mouvements d'émancipation, peut-être la plupart des mouvements d'émancipation depuis 150 ans, autour d'une idée qui est que le communisme, c'est pas un État, c'est pas quelque chose dont on peut prévoir exactement les formes ou les modalités, mais c'est un mouvement réel d'abolition de l'état de la misère actuelle. Donc, si vous voulez, c'est le moyen par lequel l'ensemble des dynamiques, des formes d'organisation par lesquelles on en vient à aboutir les conditions matérielles de la souffrance. Donc l'idée de communisme, c'est l'idée qu'il faut abolir la propriété privée des moyens de production et les formes d'exploitation du travail qui y sont liées. Ça, on va dire que c'est l'idée centrale du communisme. Avec l'idée d'un communisme du vivant, ce sur quoi j'insiste, c'est sur le fait que, en réalité, les destructions du vivant, les destructions de la nature, c'est des expériences qui sont assez proches de celles que peuvent faire les travailleurs humains eux-mêmes. Et qu'il y a une sorte d'expérience partagée de la domination capitaliste qui est la destruction des conditions d'habitabilité de la Terre. Destruction des conditions d'habitabilité qui fait qu'il y a une grande partie des espèces vivantes qui sont menacées et que les conditions d'habitabilité pour une grande partie des êtres humains sont menacées et qu'elles sont menacées par le même système qui est un système extrêmement productiviste centré sur le profit et l'accumulation de valeur. Marx, il écrit dans un contexte
qui n'est pas celui des mobilisations écologistes et qui n'est pas du tout celui de la crise climatique. Mais ce qui est intéressant, et moi c'est ce qui vraiment m'intéresse, c'est que Marx il découvre la question écologique à partir d'une critique de l'économie capitaliste. Et il se rend compte très tôt, en fait, dès les années 1860, que le capitalisme détruit la nature. Il a des pages très célèbres là-dedans, dans le Capital par exemple, sur le fait que la logique du profit qui régit l'agriculture capitaliste, elle conduit à un appauvrissement des sols agricoles et donc à une crise de l'agriculture d'un côté et d'un autre côté à l'entassement des déchets en ville. Donc on voit que c'est une pensée hyper actuelle parce que c'est à la fois une pensée, disons, de l'effondrement de la biodiversité ou en tout cas de la crise agricole et en même temps une question centrée sur les déchets et de fait sur la répartition entre l'organisation dans les villes et l'organisation dans les campagnes. Donc Marx très tôt, il est sensible à ces questions. Moi c'est vrai que c'est pas mon travail, il ne porte pas uniquement, pas spécifiquement sur une relecture écologique de Marx, parce qu'il y a énormément de travaux très importants qui ont été faits là-dessus. On peut citer par exemple John Bellamy Foster, Michael Lewis, ou plus contemporain, un chercheur japonais qui s'appelle Kohei Saito, qui sont vraiment des relecteurs de l'écologie de Marx. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt de partir de cette écologie de Marx pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut l'actualiser et qu'est-ce qu'elle nous apprend sur le monde contemporain et sur la crise contemporaine. Si on prend un mouvement, disons, comme les soulèvements de la Terre, c'est un mouvement extrêmement important qui indique une sorte de double rupture dans le mouvement écologiste jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, on peut dire que le mouvement écologiste, en France en particulier, il était ou bien centré sur des questions de préservation de la nature, donc vraiment préservation de la nature assez distincte des questions sociales. On va se demander comment on fait des parcs naturels régionaux, ce qui est très bien, très important, mais sans forcément poser les enjeux sociaux qui sont liés à ça. Ou alors un mouvement climat qui a été très important dans la politisation d'une partie de la jeunesse, mais qui en réalité est un mouvement assez peu radical, qui a assez peu de prise sur le réel, parce qu'on sait bien que les grandes organisations, les multinationales et les États n'ont pas l'intention de faire grand-chose en termes de régulation climatique. Il y avait des mouvements qui étaient assez détachés des questions sociales ou bien assez peu radicaux dans leur répertoire d'action, dans les répertoires d'action qu'ils utilisaient. Les soulèvements de la Terre, c'est un mouvement à cet égard qui s'inscrit dans une autre tradition, qui est plutôt la tradition des communs, de la lutte contre les grands projets et de la réappropriation de la Terre. Donc c'est un mouvement très intéressant aussi du point de vue de l'histoire du communisme et de l'anarchisme, parce que c'est un mouvement qui lutte contre la propriété de la Terre, c'est-à-dire contre la propriété privée des moyens de subsistance, qui vise à ce que les communautés puissent se ressaisir, se réapproprier de leurs moyens de subsistance et donc lutter contre la domination et la dépendance à l'égard du marché. Elle fait donc d'une part ce déplacement en s'inscrivant dans l'histoire des ZAD notamment, et aussi un déplacement en termes de tactique militante, puisqu'elle mobilise les soulèvements de la Terre, ils mobilisent un grand répertoire d'actions avec des actions juridiques, des sabotages, des mobilisations, voilà, une sorte de visibilité médiatique aussi très importante. Donc ça c'est une rupture, je pense, assez importante, à la fois à l'échelle française, mais en fait à l'échelle européenne, où je pense qu'il y a assez peu de mouvements qui ont eu jusqu'à présent la radicalité et la dangerosité des soulèvements de la Terre. C'est pas pour rien qu'ils font immédiatement l'épreuve de l'appareil répressif d'État, de l'appareil judiciaire, d'une menace de dissolution, etc. Mais en même temps, c'est un mouvement qui essaye de composer, c'est un autre point important, qui essaye de composer, pas simplement de faire des alliances, mais véritablement de composer avec d'autres mouvements, avec des paysans, beaucoup, avec des syndicalistes, avec des communautés d'habitants, etc. Pour l'instant, néanmoins, c'est quand même un mouvement centré sur la question de la propriété, des communs, et qui donc est encore assez peu centré sur la question de ce que j'appelle, ce qu'un certain nombre de chercheurs appellent les écologies de travailleurs, l'environnementalisme des travailleurs. C'est-à-dire le fait que des travailleurs se mobilisent sur leur lieu de production pour à la fois se réapproprier leurs moyens de production, pour instaurer de la démocratie au travail, et en même temps pour faire une véritable transition écologique, parce qu'ils connaissent l'appareil productif qu'ils ont dans les mains. Et donc, si vous voulez, pour l'instant, c'est encore, on est encore dans une situation où, disons, une composition plus large, avec véritablement des travailleurs
impliqué dans la transition se fait encore assez peu. Il y a deux imaginaires qui sont en train de s'implanter dans le débat écologiste sur la question de la technique. Deux imaginaires vraiment dominants. Il y a un imaginaire qui est celui du vivant et en un sens très large, attentif aux questions de biodiversité, des milieux, du vivant, de la paysannerie, etc. Et qui en fait est un imaginaire qui ou bien est très critique à l'égard des questions techniques, ou bien juste ne s'intéresse pas aux questions techniques et aux questions technologiques. Et d'un autre côté, un imaginaire qu'on peut dire technosolutionniste qui pense que voilà, on va trouver un certain nombre de solutions techniques à la crise écologique. En fait, bon, voilà, quand on s'inscrit dans la tradition marxiste, je pense qu'on a une position qui est un peu ni l'une ni l'autre. Pourquoi? Parce qu'on pense qu'un mode de production, c'est toujours une certaine manière d'organiser le travail, mais c'est toujours une manière d'organiser le travail avec des moyens techniques de s'approprier la nature et des moyens techniques, scientifiques, sociaux de s'approprier la nature et de la transformer. Donc un mode de production, le capitalisme, ça n'est jamais qu'une certaine forme d'organisation du travail. C'est toujours une certaine forme d'organisation du travail avec les moyens techniques qui permettent cette organisation du travail. Je vous donne un exemple, qui est un exemple hyper classique depuis Marx, mais en fait, quand on produit de l'énergie avec des moulins à eau, ou quand on produit de l'énergie avec des centrales nucléaires, les procédures de travail ne sont pas les mêmes, à la fois dans les lieux de production d'énergie et en même temps dans tout le système économique qui dépend de ces énergies. Parce qu'on n'a pas les mêmes quantités d'énergie, on n'a pas les mêmes flux énergétiques, on n'a pas les mêmes infrastructures énergétiques, etc. Donc en fait, c'est quand même l'idée qu'on ne peut pas distinguer les questions d'organisation de la production des questions techniques. Après, je ne pense pas qu'on puisse avoir une réponse sur la technologie de manière générale. Parce que la technologie, ça n'existe pas. Il y a plein de technologies différentes. Il y a plein de techniques différentes qui sont extrêmement diverses. Et de ce point de vue-là, évidemment, il va falloir utiliser certaines techniques qui peuvent être inventées dans un système capitaliste. Voilà, des éoliennes, c'est inventé dans un système capitaliste. Et il vaut mieux des éoliennes que des usines à charbon. Donc évidemment, il y a des outils techniques, des infrastructures techniques même, qui vont être utilisées, produites dans le capitalisme. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il faut toujours penser les techniques comme un ensemble d'objets qui sont interconnectés, entre eux, mais aussi avec des infrastructures et aussi avec des ressources. Pour vous donner un exemple, les énergies fossiles et les moteurs à explosion, c'est pas simplement des voitures. C'est des voitures, c'est des autoroutes, c'est des raffineries de pétrole, c'est des puits de pétrole, c'est des supertankers qui transportent ces pétroles, c'est des ports dans lesquels il y a des dockers, etc., etc. Donc en fait, quand on pense des techniques, on ne peut pas penser les techniques à partir d'un objet simplement, mais il faut penser la technique à partir des infrastructures. Infrastructures à la fois matérielles et sociales dans lesquelles elles se développent et elles s'inscrivent.